exploratrices. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode de notre podcast où avec Thomas, on va vous détailler, vous partager notre parcours du salariat à l'entrepreneuriat. Nos doutes, nos échecs, nos victoires, les raisons qui nous ont poussés à quitter le salariat pour se lancer en tant qu'entrepreneur. On vous a fait un épisode où on a essayé de vous partager ça avec un maximum de valeur de façon à ce que ça puisse vous parler. On espère que ça vous plaira. On vous souhaite une belle écoute. Salut Thomas. Salut Stéphane. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre podcast Les Explorateurs. Et aujourd'hui, on a décidé d'aborder le thème de l'entrepreneuriat, parce qu'avec Thomas, on s'est tous les deux lancés dans l'entrepreneuriat, et on était salariés avant. Donc en fait, avait envie de vous faire cet épisode du passage du salariat à l'entrepreneuriat et vous partager nos parcours respectifs, pourquoi on a fait ces choix, par où on est passé, nos doutes, nos galères, nos réussites et nos futures envies dans le monde entrepreneurial. Bah, écoute, très bonne introduction Stéphane. Alors vous m'excuserez, je suis un petit peu malade. Je vais essayer de faire un effort pour pas trop parler du nez, pour que ça reste audible. Mais effectivement, ça va être un chouette épisode et puis on va vite rentrer dans le vif du sujet. Bah tiens, la question que j'ai, c'est pourquoi ce choix finalement, Stéphane, entre le salariat et l'entrepreneuriat et si tu as des étapes par lesquelles tu es passé qui t'ont marqué? Alors, pourquoi ce choix? C'est une bonne question. Je pense que j'avais envie de, déjà dans un premier temps, de travailler pour moi, c'est-à-dire de me lever le matin et vraiment d'être mon propre patron. Euh, Moi, je vois l'entrepreneuriat comme une contribution à plus grand que soi, tu vois, une contribution à apporter aux autres ce que j'ai l'impression qui peut manquer. En l'occurrence, je l'apporte via le coaching, via mes accompagnements, via mon programme, via tout ce que je mets en place. Mais c'était vraiment cette sensation, en fait, dans le salariat, d'être un peu enfermé dans quelque chose, enfermé dans un job, avec un planning à respecter. Donc en boucherie, bah, j'avais des horaires. Après, quand j'ai changé, que j'ai été par exemple en charcuterie, c'était des horaires de travail assez fixes. Mais toujours cette impression d'être enfermé dans quelque chose qui, moi, ne me convenait plus. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est 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 différent. Je dirais pas que je suis complètement libre parce on a quand même des contraintes, mais c'est des contraintes que je choisis en fait. Et c'est là où la différence se fait pour moi, c'est que je suis passé de quelque chose de subi à quelque chose de choisi. Même si je travaille beaucoup, même s'il y a des contraintes, des choses que j'aime pas faire, je sais pourquoi je le fais parce que c'est relié à une intention, à un objectif final, à quelque chose qui me nourrit intérieurement, que je ne retrouvais plus sur la fin dans le salariat. Donc c'est vraiment pour ça que je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. Cette envie de pouvoir gérer comme j'ai envie, créer comme j'ai envie, être disponible comme j'ai envie, pouvoir suivre ce qui me plaît, me tromper, faire des choix bons, parfois des choix très mauvais, mais faire des choix et en fait apprendre pour moi et ne pas faire pour quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé en fait. Euh, Cette envie d'expérimenter pour moi et non plus faire pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est vraiment cette volonté, ouais, vraiment de contribuer, d'essayer, tester, ajuster, euh, pour justement trouver et nourrir cette flamme, en fait, tu vois, cette petite flamme en moi, cette étincelle qui demande, comme j'aime bien cette expression, cette étincelle dans le ventre qui demande qu'à s'embraser, tu vois, quand on fait quelque chose qui nous nourrit. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, ouais, de passer du salariat avec un CDI, donc qui a également une certaine sécurité financière, sécurité plus ou moins de l'emploi en fonction des domaines dans lesquels on est. Moi j'étais en boucherie, donc effectivement en boucherie on a une sécurité de l'emploi plutôt pas facile, mais en tout cas plus simple que dans d'autres domaines, parce que les gens ont toujours besoin de manger et il y a de moins en moins de bouchers. Donc c'était un métier où bah, l'emploi est en tout cas la sécurité de l'emploi est plutôt assurée, euh, à quelque chose de complètement nouveau qui est vraiment l'entrepreneuriat. Et toi, du coup, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix? Parce que je sais que tu as été dans le salarié aussi. Qu'est-ce qui fait que tu es Ouais. passé du salariat à l'entrepreneuriat? Euh, Moi, je pense ça rejoint ce que tu dis. Alors, c'est marrant parce que toi, tu dis contribution et moi, je dirais contribution et construction.
Je retrouve le, c'est marrant, le Thomas enfant, tu sais, qui aimait bien les Lego à monter, etc. Et je trouve que ce qui est aussi génial, c'est qu'on peut contribuer en construisant bah, son propre modèle. C'est des choses que j'ai faites moi en entreprise auparavant. Mais finalement, bah, soit quand le projet tombe à l'eau ou quand c'est pas, voilà, ça peut commencer, c'est pertinent, mais ça prend du temps, puis finalement ça tombe à l'eau, ça a repoussé. J'ai eu beaucoup ça en entreprise, et forcément, bah, tout ce qui est fait en entreprise reste en entreprise. Donc en fait, s'il n'y a pas de suite, par exemple, moi dans mon métier, j'étais dans la communication, j'ai fait du marketing, enfin voilà, j'ai aidé pas mal l'entreprise sur de développement sur tous ces sujets-là. Bah, tu repars un petit peu les mains dans les poches. Et c'est vrai, c'est ce que tu dis qui est très pertinent, c'est de choisir cette contrainte. Parce que c'est vrai qu'il y a peu cette image au départ, moi que j'avais de l'entrepreneuriat, de dire, Tain, c'est génial, c'est de la liberté, si t'atteins tel chiffre d'affaires, etc., tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais finalement, c'est quand même un sacré nombre de contraintes. Parce qu'effectivement, entre l'image qui est diffusée parfois un peu toute rose, de c'est génial, voilà, je fais ça, ça demande quand même un effort sur différents points et sur des choses aussi qui sont pas forcément innées. On a nos facilités et ça c'est génial. Moi, la communication, c'est quelque chose sur lequel je suis à l'aise. Mais si on part sur des, voilà, des fonctionnements, je sais pas, ça peut être de la vente, des choses comme ça, c'est des moins innés. Voilà. Donc ça t'est vraiment, je pense, important de se dire, OK, je subis des contraintes, comme tu l'as très bien dit, et je choisis les miennes. Et c'est vrai que ça change tout. Moi, j'ai une image assez marquante que je raconte souvent. C'était que je ne comprenais pas ce que je faisais dans un bureau à 15h30 le vendredi après-midi. Je me sentais enfermé. C'est-à-dire que Hmm. je savais que personnellement, j'étais fatigué. J'avais fini ma semaine. La majorité des personnes ne faisaient pas grand-chose à ce moment-là, où voilà, ils prennent leur pause café, discutent, etc. pour l'avant-week-end. Alors que moi, je me dis, mais il vaudrait mieux être directement au week-end et quitte à bosser différemment ou rebosser le lendemain. Mais moi, c'est ce côté-là aussi qui me dérangeait dans le salariat. L'incohérence, on va dire, entre le besoin qu'on peut avoir personnel et bah, le collectif avec des horaires qu'il faut pas déroger, etc. J'avais une entreprise qui était quand même globalement souple, mais voilà, c'était des horaires de bureau avec, enfin, quand ça finissait à 5h30, on finissait à 5h30, sauf exception. Donc voilà, je me voyais pas dans ce modèle-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle des horaires, par exemple, bah, ça va être plus tard, mais aussi, bah, voilà, entre midi et deux, je peux programmer ma pause comme je veux. Souvent, je fais du sport. Donc c'est voilà, c'est pas le l'entrepreneuriat, la liberté dans le sens confort et rien faire, en tout cas dans un premier temps. Et ça, c'est important de se le dire parce qu'effectivement, bah, on peut très vite déchanter. Hmm. Je te rejoins effectivement, c'est vrai que il y a dans mon vécu et de ce que je perçois autour de moi, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et encore plus dans le coaching, Mm. comme on est dans le coaching, pour avoir justement cette liberté qu'on nous vend un peu sur les réseaux sociaux, cette liberté un peu facile de Dubaï, la belle vie au soleil. Et c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus nuancé. Effectivement, il y en a qui peuvent avoir la belle vie à Dubaï, mais peut-être parce que c'est aligné avec eux, on ne connaît pas leurs galères d'avant, on ne sait pas ce qu'ils proposent réellement. Ça se trouve, c'est une vie peut-être aussi potentiellement artificielle pour montrer quelque chose sur les réseaux, faire envie et vendre des programmes. Il y en a, c'est peut-être vrai. En fait, il y a vraiment de tout. Et je pense que c'est vraiment important de se poser la question dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour nous, qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Peu importe dans le domaine dans lequel on officie, que ce soit le coaching, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans l'immobilier, enfin vraiment peu importe ou dans la plomberie, la menuiserie, peu importe le domaine entrepreneurial dans lequel on officie, c'est vraiment important de se connecter et se dire qu'est-ce que je veux faire qui est important pour moi. Et vraiment de se dire, bah, si cette personne a cette vie-là, tant mieux pour elle. Peut-être qu'il y a une part de nous qui a envie peut-être d'aller à Dubaï, mais par exemple, c'est quel est le prix à payer pour y aller? À quel point on est prêt à faire des sacrifices pour aller à Dubaï ou pour atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires ou pour atteindre X clients, ou enfin, quand je dis X clients, je vais dire un chiffre peut-être énorme, mais 100 nouveaux clients tous les mois. Quel est le prix à payer de ça? Moi, je sais que j'ai fait mon choix là-dessus. Je suis pas prêt à l'atteindre ce prix à payer, très très clairement. Je préfère faire.
deux nouveaux clients par mois ou trois, mais être aligné avec ce que je fais, savoir que je fournis de la qualité aux personnes que j'accompagne avec un programme structuré, avec un vrai suivi derrière entre les séances, et quitte à moins bien gagner ma vie, et à peut-être, je vais dire un chiffre comme ça, mais peut-être à être qu'à 2 000 € net par mois, mais être profondément nourri en gratitude et aligné avec ce que je propose. Moi, faire 10 000 € par mois pour faire 10 000 € par mois, ça ne m'intéresse absolument pas. Si j'ai l'occasion de les faire en étant aligné, oui. Mais si c'est les faire, pour faire comme tout le monde, ouah, c'est hors de question pour moi, pour le coup. Ouais, ouais, mais je te rejoins. C'est vrai que je pense que, toi, la question dont tu te posais, il y a une part de nous qui est attirée par cette facilité de se Mm, dire, bah ouais, finalement, j'arrive à faire tant d'argent, j'ai les hôtels de luxe, enfin, si on fait le cliché, la montre, la lambeau de location, etc. Mais c'est c'est vrai que pour en avoir discuté avec d'autres entrepreneurs qui ont pu connaître ça, bah en fait, tu te dis, est-ce que ça me fait vraiment rêver? Ou si on prend, t'en as beaucoup aussi qui sont à Bali, alors pour différentes raisons, mais parfois parce qu'effectivement, ils montrent un niveau de réussite à Bali avec un niveau de vie qui n'est pas du tout celui de la France. Donc effectivement, quand tu gagnes 1 500 € à Bali, bah, tu peux bien vivre, alors que si tu es à Paris ou dans des grandes villes, c'est pas la même. Donc je trouve qu'il y a cette image un petit peu, ouais, qui peut ne pas être très correcte. Et non, après, c'est vrai que, tu vois, je me dis aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes générations et beaucoup de jeunes qui sont qui passent même pas par la case salariale d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Moi, mm, enfin, je leur dis bravo parce que j'aurais pas été en capacité, moi, de le faire à l'époque. Mais par contre, effectivement, moi, je le vois avec mon regard de trentenaire, c'est pas les objectifs qui m'attirent. Enfin, je pense que justement, ça va avec le choix du coaching. C'est aussi pour trouver quelque chose qui correspond à qui on est, voilà, et comme je le disais tout à l'heure, être en lien avec son rythme, etc. On peut pas être toujours en mode son rythme à 100%, ça serait pas possible. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, bah voilà, comment je fais quelque chose qui m'apporte, qui me fait plaisir, qui me sent, enfin, sur lequel je sens être aligné. Enfin, c'est la base. Après, effectivement, ça passe, enfin là, on le dit très facilement, très spontanément, mais ça passe par une phase de galère. Je sais pas si tu as quelques galères, toi, que tu as rencontrées. Ouais, si, si, il y en a quelques-unes. Des galères, beaucoup de doutes, surtout. Mm. Beaucoup de doutes bah, en tant que coach dans tout ce qui est positionnement, trouver les personnes que j'ai envie d'accompagner, euh, se connaître soi aussi, parce que on a tous des parcours de vie différents, mais dans nos parcours de vie, il y a des galères qu'on a réussi à transformer, d'autres peut-être un peu moins. Et justement, sur quoi on a envie d'accompagner? Est-ce qu'on a envie d'accompagner sur les galères qu'on a vécues, qu'on a réussi à transformer, sur des aspects qu'on connaît pas du tout? Et justement, le fait de ne pas connaître, ben, on est complètement neutre, donc on peut accompagner là-dessus aussi. Il y a tout l'aspect de communication, comment je communique, où je le communique, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de partager de ma vie ou non. Euh, il y a tous les doutes au quotidien de quand ça fonctionne pas. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Est-ce que je reprends un travail salarié? Oui, à temps complet, oui, à mi-temps, non, pas du tout, parce que je crois en mon projet. Est-ce que je prévois un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, ou est-ce que je mise tout sur le plan A? Euh, ouais, il y a il y a plein de questions, plein de doutes en fait. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi c'est vrai que c'est plutôt, je dirais pas quotidien, mais c'est au moins hebdomadaire. Toutes les semaines, je me pose des questions de est-ce que je continue dans l'entrepreneuriat? La réponse est oui, mais à quel rythme? Comment? Qu'est-ce que je peux faire pour ajuster? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour être peut-être plus performant, pertinent, plus impactant, mieux communiquer, euh, mieux promouvoir ce que je propose. Hein, c'est vraiment en fait, c'est un jeu constant. Tu vois, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Mm. le jeu vidéo et j'en parlais justement ce matin avec une personne avec qui j'ai échangé en visio, hein, une personne que j'ai coachée. Et en fait, on parlait de... Lui, son intention, c'est de gamifier les connaissances qu'il apprend, tu vois, de les simplifier. Et moi, en fait, je vois le côté gaming, mais un peu dans la vie entrepreneuriale. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on tente quelque chose, comme si on gagnait des niveaux. Et petit à petit, on améliore nos performances, on améliore
notre communication, on améliore notre capacité notre capacité de résilience, on améliore notre capacité à gérer nos émotions, notre capacité à proposer, notre capacité à vendre, notre capacité à parler de nous. Et au final, à chaque fois, c'est des mini compétences qui viennent s'ajouter les unes aux autres, qui nous fait gagner des niveaux dans le jeu entrepreneurial et dans le jeu de la vie de manière générale. Ouais, cette notion de jeu, alors c'est marrant parce que je me fais des fois, je me pose la question. C'est-à-dire que, alors après, on peut être jeu vidéo ou pas, mais moi, pour partager mon expérience, des fois, je me disais, tiens, je vois j'ai beaucoup joué, j'étais un grand joueur de Call of Duty Mhm, sur les premières versions. En tout cas, maintenant, j'ai un peu stoppé. Mais moi, je me souviens quand j'étais dessus, il fallait que j'ai l'arme en or et donc ça parlera à ceux qui qui ont joué en jeu, mais voilà, je ponçais le jeu. Et en fait, je me dis, c'est fou comme finalement ce niveau de défi était quand même, enfin, c'était bien tourné, en fait, le fonctionnement. Parce que ça me motivait, il y avait à la fois du challenge, souvent il y avait plusieurs coloris pour monter, etc. Donc il y avait ce côté, un objectif final assez ambitieux, mais avec des étapes pour l'atteindre. Et en fait, c'est vrai que je me dis, mais comment je peux le retranscrire dans l'entrepreneuriat, justement pour pas finalement tomber dans quelque chose où ouais, tu remets en question tout, enfin, et là tu parles plaisir, ce qui est aussi enfin, ce qui est important dans ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, bah, nous, on est solopreneurs, donc c'est vrai qu'on n'a pas une équipe, voilà, on est quand même en lien avec d'autres personnes, mais c'est-à-dire que le matin, bah, c'est vrai que si tu as la flemme, entre guillemets, tu peux ne pas travailler. C'est un super avantage, mais c'est un super inconvénient. Donc, mhm, c'est vrai que c'est important de se trouver à ce côté à la fois challenge, et puis, comme tu le disais, les doutes, bah, de toute façon, ça c'est vrai que je partage, hein, ça fait quelque chose, c'est quelque chose qui fait partie de l'aventure. Moi, je me souviens, le premier doute que j'ai eu, c'était quand j'ai quitté mon entreprise. Euh, donc je démissionne, etc. Je me suis retrouvé, c'était pendant les fêtes de Noël, il y a à peu près un an. Et bah, je suis arrivé le 1er janvier, je m'étais donné 15 jours de vacances. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Enfin, par quoi je commence? Je vais allumer mon ordinateur, je vais me réveiller à 8 heures, tu vois. Enfin, je l'embauche à 8h30, 9h. Enfin, c'était bizarre. C'est vrai qu'il y a une étape de transition qui est assez bizarre et une étape aussi de deuil. Moi, j'ai vraiment senti mhm, ça. Ce côté, la fin de quelque chose, qui est peut-être pas la fin du salariat, mais qui est la fin d'une étape qui était aussi importante dans ma vie. Euh, et je trouve qu'effectivement, bah, l'idée, bon, en tout cas personnellement, c'est de laisser le doute quand même pour avoir cette prise de recul. Ce qui est important dans nos métiers de coach, de se dire, attends, est-ce que je fais bien les choses? Enfin, je pense que c'est la base aussi d'un coach. Mais après, il faut pas tomber dans cet excès de doute. C'est-à-dire que si tu remets tout en question, bah, enfin, c'est plus vivable. C'est-à-dire que tu vis sous stress ou tu fais des actions que par peur. Peur d'eux, donc je vais faire ça parce que j'ai peur de pas avoir de chiffre d'affaires ou peur de pas si. Et là, c'est vraiment épuisant. Donc, ouais, c'est trouver ce côté jeu et c'est vrai que, enfin, ce que tu dis par rapport aux jeux vidéo, comment le retranscrire, c'est quelque chose, même sur lequel j'ai réfléchi moi dans mes accompagnements, pour avoir ce côté quand même un peu ludique qui fait que ça fonctionne bien, quoi. mhm. Je te rejoins sur ce côté jeu et effectivement transition. Et je reviens t'as parlé d'un mot qui est hyper intéressant, le mot deuil. C'est vrai Mm. que c'est une phase de deuil de passer du salariat pardon, à l'entrepreneuriat, de passer d'une sécurité à quelque chose qui peut être moins sécuritaire au premier abord. Euh, bouscule beaucoup de certitudes. Ça peut aussi nous faire perdre une place sociale, mine de rien, euh, aux yeux des autres personnes qui nous entourent, soit la famille, les amis ou des collègues. On peut passer d'un statut, par exemple, qu'une personne qui va être cadre peut passer d'un statut de cadre, donc avec un bon poste, un bon salaire, à un statut d'entrepreneur où finalement du jour au lendemain, bah, il a peut-être plus de coups de téléphone, il a plus de mission, il a plus de collègues de travail, il a plus de salaire qui tombe à la fin du mois, il a peut-être plus d'objectifs non plus fixés par sa hiérarchie ou en corrélation avec lui. Et c'est vrai que ça peut, du jour au lendemain, ça peut être ça peut brusquer en tout cas. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas fait peut-être le travail avant et qui peut être difficile, on se rend pas peut-être pas compte quand on est dans le salariat du chemin que ça demande à faire pour passer de l'un à l'autre. Et effectivement, je te rejoins, il y a vraiment cette période de deuil de dire, bon ben voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Euh, et surtout, ce qui est important, c'est pourquoi on le fait. Se connecter à son pourquoi qui permet d'être connecté à ça et de se dire, voilà, tous les matins, je me lève. Pourquoi je me lève? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de produire? Pour quelle raison? Pour quel résultat dans le futur? Même si
on les atteint pas, mais mettre en place les actions qui nous permettent d'atteindre cette chose-là. Après, finalement, le résultat de l'action, même si on veut tous la même chose, on veut tous, je pense, réussir, tous gagner nos vies, tous impacter, tous, peu importe le métier. Mais le résultat n'est que la conséquence de l'action, c'est le bonus au final. C'est vraiment comment on se met en action quand on passe de l'un à l'autre du jour au lendemain en fait. Ouais, c'est vraiment ça, cette phase de deuil à faire. Et c'est toute une nouvelle gymnastique finalement à apprendre sur nous, à apprendre à faire dans les différents domaines de vie, parce que quitter un poste de salariat, ça impacte tous les autres domaines. Ça peut impacter la famille, ça peut impacter le couple, ça impacte potentiellement et fortement les finances, ça impacte le rapport au monde, ça impacte aussi une certaine forme de spiritualité, enfin, ça impacte beaucoup d'autres domaines qu'on ne voit peut-être pas au premier abord. Je sais pas comment toi tu l'as perçu quand tu as quitté le salariat. Moi, j'étais plutôt assez prêt, je pense. Ça faisait quelques années, j'avais pas pu le quitter pour diverses raisons. Mais je pense que j'avais été assez prêt à le quitter. Alors effectivement, après, il y a toujours des surprises auxquelles je m'attendais pas. Mais dans l'ensemble, j'étais plutôt prêt à passer à l'entrepreneuriat, en fait. Je pense que le salariat, j'en avais eu ma claque. Et c'est pour ça que sur la fin, j'étais passé en intérim. Parce que justement, j'avais la liberté de choisir où je voulais travailler, quand je voulais travailler et avec qui. En plus, faire l'intérim en boucherie, pour le coup, sachant que c'est un métier où il y a de moins en moins de bouchers, c'était une vraie mine d'or. Moi, je travaillais tout le temps. J'avais pas besoin de demander du boulot. Ouais. Euh, je, je travaillais tout le temps, tous les jours, c'est-à-dire je pouvais faire des missions le matin, des missions l'après-midi. Sur la fin, je travaillais plus sur Rungis la nuit, donc je travaillais que la nuit, j'allais difficilement travailler l'après-midi, ça m'arrivait, mais c'était plutôt rare. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà fait l'intérim m'a permis de faire la transition entre le salariat et l'entrepreneuriat. Sachant que l'intérim est un emploi précaire, enfin, un emploi précaire. C'est une situation précaire, du moins, euh, parce qu'on est considéré comme, oui, comme travailleur précaire, donc on n'est pas sûr de travailler. Et en même temps, ça offre il y a de la contrainte, de pas savoir où on va travailler, de pas savoir avec qui. Donc ça permet une adaptabilité. Et en même temps, il y a une certaine aussi liberté de dire, bah, si cette semaine-là, j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Donc en fait, l'intérim, pour moi, ça a été le bon intermédiaire vraiment entre les deux qui m'a permis de voir les avantages et les inconvénients, en tout cas, de la situation, même si j'ai découvert encore d'autres aspects en tant qu'entrepreneur, bien évidemment. Ouais, alors j'aime bien ton exemple parce que enfin, c'est très parlant, tu vois, l'intérim, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Et ça peut être aussi une possible solution, on va dire, cette transition entre voilà, le salariat, entre guillemets, CDI, et l'entrepreneuriat. Mais effectivement, enfin, ce qui est important, et tu l'as dit, je pense que c'est d'avoir des compétences clés finalement qu'on va garder, que tu as eu dans l'intérim. Donc déjà, tu as eu un peu la découverte des choses qui étaient en comparaison avec Mm. l'entrepreneuriat, et tu as aussi des compétences que tu as, enfin, avec lesquelles tu es parti en fait, je trouve, dans l'intérim. Moi, tu vois, je suis vraiment passé du coup du salariat à l'entrepreneuriat. Moi, ça faisait 11 ans que j'étais dans l'entreprise. Mm. Donc, voilà, quand je parle de phase de deuil, c'est qu'effectivement, quand on remet un peu en question, je me suis dit, putain, c'est bizarre, ça me fait quelque chose, mais oui, après, quand ça fait 11 ans, enfin, même si c'est une décision qui est mûrement réfléchie, bien sûr, euh, comme tu le disais, c'est très juste, il n'y a pas cet aspect que sécurité. C'est vrai que de prime abord, on se dit, bah mince. Alors, en l'occurrence, moi, j'ai bénéficié d'un dispositif de reconversion professionnelle qui me permet d'avoir le droit à France Travail, etc. Donc, c'est vrai qu'en termes de sécurité, ça permet quand même d'alléger, mais c'est-à-dire qu'on perd quand même énormément de son salaire. Enfin, c'est presque pas loin du simple au double, si, enfin, vraiment, hein, c'est comme ça. Donc, en fait, effectivement, comme tu le dis, bah, il y a déjà être raccord avec ma compagne, déjà savoir bah, enfin, voilà, parce que si elle a le même projet et qu'on le fait en même temps, ça va être un peu compliqué. Donc, il y a Mm. eu quand même, voilà, des priorisations qui sont différentes. J'ai déménagé pour un environnement différent, mais qui me permettait aussi de baisser mes charges. Enfin, donc, en fait, c'est vrai que c'est une décision enfin, qui est engageante, qui est challengeante, qui est pas simplement, bon, je quitte et puis bon, je vois ce que ça donne. Et encore, on est dans des métiers où on peut faire du digital, on n'a pas de local, on n'a pas d'investissement matériel. Enfin, il y a l'investissement des formations, hein, qui est quand même conséquent, mais
Donc c'est vrai que c'est un vrai investissement, mais comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, j'étais arrivé aussi où en fait c'était plus désagréable de rester sur place que de tenter le risque en fait. Donc quand tu es mentalement, tu sais que tu as moins peur du risque à avancer que de rester sur place, bah c'est un super déclencheur. Donc effectivement, c'est pas évident, mais ça se prépare. Combien de temps t'as mis toi pour te préparer du salariat, on va dire, à l'entrepreneuriat? Hmm. Comme je t'ai dit, l'intérim m'a permis de faire une vraie transition. J'ai fait de l'intérim pendant un an à peu près, avant de quitter la région parisienne pour aller vivre en Haute-Savoie. Donc ça a été un an d'intérim en boucherie. Et en fait, à ce moment-là, je pense que j'ai plein de verrous qui avaient sauté déjà sur l'aspect sécuritaire sur le CDI, où je me suis dit, bah écoute, faire l'intérim, c'est cool au final, parce que ça me permettait de choisir. Bon, je vais pas mentir que j'ai travaillé toute l'année, j'avais pris juste 3 semaines de vacances, mais en fait, c'était savoir que j'ai la possibilité de. Ça m'enlevait en fait une pression. Même si je m'en suis pas servi, tu vois, et que j'ai pas dit, oh, je travaille 2 semaines par mois et le reste du temps, je pars en vacances ou je fais autre chose. C'était vraiment savoir, j'ai cette possibilité de. Et c'est vrai que ça a été énorme dans ma psychologie, ça m'a enlevé une pression en fait. Je me suis dit, d'un côté, je m'enlève j'ai moins de sécurité sur l'aspect CDI, mais je m'enlève la pression aussi de devoir aller faire peut-être travailler qu'avec des gens que j'apprécie pas ou dans un endroit où ça se passe pas bien. Donc ça m'a permis de m'adapter à différents milieux, à différents types de management, à différents types de collègues, à différents types de manières de travailler. Ce qui m'a entraîné une certaine adaptabilité aussi, tu vois, de voir les problèmes, de les résoudre rapidement, ce qui est utile dans l'entrepreneuriat. Euh, du coup, j'ai digressé, j'ai perdu ta question de départ. C'était le temps, tu disais un an sur ta phase d'intérim, mais le temps finalement que tu t'es dit entre le moment bah, je suis salarié et je passe à l'entrepreneuriat, tu dirais qu'il y a eu combien de temps, en plus peut-être de ce temps d'intérim? Ça a été très rapide. Ça a été très rapide. En Haute-Savoie, je suis arrivé, j'ai fait un travail qui me plaisait pas dans la charcuterie. Euh, et ça m'a pas. J'y trouvais pas mon compte. Et c'est là où je me suis dit, je crois il est temps que je me lance enfin à mon compte. Donc, tu vois, entre le moment où je suis arrivé et le moment où j'ai démissionné, il a dû se passer 2 mois et demi, je crois, à peu près. Parce que je suis arrivé début février, j'ai démissionné mi-avril. Et dans ce laps de temps, je me suis dit, ah, c'est bon, j'arrête et je travaille pour moi. Donc, je me suis laissé un peu de temps de repos. Je me suis laissé 2 mois de tranquille, tu vois, jusqu'à début juillet. Parce qu'il y avait toute l'année d'intérim avant, en plus le déménagement, donc il y avait beaucoup de fatigue accumulée. Et à ce moment-là, je me suis dit, hop, je me laisse du temps et je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc la transition a été, en fait, c'est ce boulot dans la charcuterie qui m'a pas plu, dans lequel je m'y retrouvais pas, dans lequel je me sentais pas à l'aise, pas nourri, énormément de contraintes en termes d'horaire. Je crois que je me levais pour aller travailler à parfois 1h30 ou 2h du matin pour aller bosser. Donc, je m'y retrouvais plus là-dedans. Je l'ai fait pendant des années dans une première partie de ma carrière en 2014 pour le faire, où là je me levais des fois à 3 heures pour aller bosser à 4 heures, mais j'adorais là où j'étais, donc finalement j'y voyais pas de contrainte. Au contraire, c'était un plaisir. Mais en évoluant, c'est devenu plus une contrainte qu'un plaisir. Et le métier, travailler dans le froid, travailler la viande, ça me nourrissait plus. Et c'est comme ça que s'est fait le déclic. À un moment, je dis j'en ai eu marre. C'est soit je continue, mais je m'éteins un petit feu, soit j'arrête et je me lance à mon compte et là du coup bah c'est l'étincelle qui s'embrase en fait. Ce que je disais tout à l'heure en début de podcast, l'étincelle qui demande à s'embraser et c'est vraiment ça le déclic. Ça s'est fait ouais en 2 mois, même pas 2 mois, un petit peu moins. Je dirais ça a dû se faire en un mois, quelque chose comme ça. En un mois j'en ai d- entre le moment où j'ai pris ma décision et le moment où j'ai démissionné, c'est passé un mois et après je me dis hop, entrepreneuriat maintenant. C'est bon. Ce sera plus le CDI, mais c'est ça qui m'a décidé à me lancer en fait, où je me retrouvais plus dans mon boulot et c'était vraiment une contrainte d'y aller. J'y allais le matin avec vraiment cette boule au ventre, ce sentiment de lourdeur dans les épaules, cette boule au ventre de stress où t'es pas bien, tu rumines, t'es tellement pas bien que le soir tu manges pas, tu vois, tu manges très peu parce que t'as pas Mm. faim.
T'as beaucoup d'émotions, de frustration, de colère, de déception, où tu t'en veux à toi-même. Et j'étais vraiment dans cette phase-là de je suis pas bien, mais je le fais pour cette sécurité parce que je viens d'arriver dans la région, il me faut un salaire, mais en même temps, je me plais pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je priorise en fait? C'est vraiment la question que je me suis posée. Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et c'est vraiment ces questions-là qui m'ont dit, bah, go. L'argent, de toute façon, si tu as besoin, bah, tu pourras toujours retrouver un travail éventuellement en mi-temps quelque part qui te plaira peut-être plus, qui te laissera aussi du temps pour faire développer ton entreprise, te former. Euh, il y a, enfin, il y a j'ai vu plein d'autres solutions annexes en fait. Ouais, Et, c'est intéressant. Mm. et toi, ça a été quoi finalement le déclic aussi qui t'a fait passer du salariat à l'entrepreneuriat? Et surtout, ouais, combien de temps ça t'a pris? Alors sur la notion de temps, euh, c'est assez marrant parce que pour la petite histoire, donc moi j'ai quitté le salariat fin 2024, donc c'est encore, on va dire, assez tout, enfin assez frais. Mais en fait, la première pensée sur l'entrepreneuriat, qui n'était pas le coaching d'ailleurs, qui était plutôt dans mon ancien métier de communicant, qui était sur de la communication. Alors à l'époque, j'aimais bien aussi l'aspect photo, drone, etc. Et ça se lançait il y a 5 ans, donc en 2019, c'était encore, voilà, ça se lançait tout juste. Maintenant, c'est plus courant. Mais en fait, j'ai eu un remaniement d'entreprise, notamment une ancienne responsable qui s'était fait virer, voilà, peu importe. Et donc, ils en ont profité pour faire des remaniements. Et c'est vrai que bah, j'avais eu un entretien et je m'étais dit, mais en fait, enfin, ok. J'ai déjà vu qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait sur le fait, bah, à la fois sur l'humain, enfin, dans ces entretiens-là, ce qui s'était passé, enfin, les remaniements, c'était pas, de mon avis, très bien réfléchi, ou alors on n'était pas impliqué dedans, même Hmm. si bien évidemment, je n'étais pas responsable, mais je trouve, enfin, pour moi, d'impliquer l'humain dans un changement, c'est la base d'un bon changement, en tout cas ceux qui vont changer. Bon, là, c'était pas vraiment le cas, ça a été un petit peu du questionnement, mais enfin, c'est on implique, mais en gros, bon, c'est juste pour dire qu'on vous impliquez, mais il n'y a pas vraiment de finalité sur ça. Enfin, moi, je l'ai ressenti un peu comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis posé question, je me suis dit, mais en fait, bah, enfin, je me vois pas dans ça. Donc ça, c'était 2019, donc on va dire quasiment 4 ans sur la durée. Et après, le déclic, bah, je pense que en fait, ça n'a fait qu'empirer au fur et à mesure. On va dire que la période est passée, ça s'est stabilisé, les vacances d'été sont passées, bon, voilà, on revient un peu avec une énergie différente. Et après, on a eu toutes les phases de Covid, là, donc 2020, les confinements, déconfinements, etc. Et là, du coup, ouais, je me suis vraiment posé la question de, ok, mais en fait, j'ai pas envie de continuer ça. Et le déclic, je crois que ça a été surtout, donc ce prise de conscience, et de se dire, quand je regardais d'autres offres, parce qu'au début, j'ai dit, bon, tiens, je vais regarder ce que ça donne chez d'autres entreprises. Je me suis dit, j'ai l'impression que je vais déplacer le problème. Tu vois, ça m'animait pas de regarder les mêmes métiers que dans l'entreprise où j'étais. Et c'est là où je me suis dit, ouais, comme toi, je me suis dit, attends, il y a un truc que j'ai pas creusé, j'aime bien l'introspection, etc. Et je me suis dit, il y a un truc que je manque. Et c'est vrai qu'assez spontanément, le lien de l'humain, etc., est venu, le coaching est venu. Et en fait, après, ouais, le déclic, c'était ce côté, mais enfin, je peux pas laisser de ça de côté, en fait. J'avais peur, enfin, ça peut, c'est des fois comme quoi la peur peut être intéressant. Je pense que j'avais une peur d'avoir bah, des regrets. Tu vois, je préfère avoir des remords, de me dire finalement, bon, bah, ça fonctionne pas. Imaginons que ce soit le cas, bon, c'est ok. Mais de me dire, bah, ça se trouve, j'aurais pu réussir, faire ça, faire telle chose, et je l'ai pas fait, bah, en fait, je m'en serais voulu. Je sais qu'à un Hmm. moment donné de ma vie, peut-être dans 10 ans, 20 ans, quand j'aurai eu des enfants, me dire, putain, en fait, j'ai ce regret-là de ne pas l'avoir fait. Enfin, tu vois, j'aurais dit à mes enfants, ne faites pas ce que j'ai fait. Et je me voyais pas dire ça. Enfin, ça m'a vraiment, enfin, c'est une vision qui m'a pas plu. Ok. Et je trouve que enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, bah écoute, voilà, il vaut mieux prendre ce risque-là. Et comme tu l'as dit, enfin, je préfère être dans l'inconfort et avancer que d'être dans l'inconfort en ne bougeant pas. Ça a été vraiment cette notion-là. Et ça rejoint très bien bah, ce que je propose avec l'anxiété et la procrastination. Je préfère être dans l'inconfort mais avancer que d'être dans le même inconfort, voire pire, en étant dans cette pseudo-sécurité, comme tu dis, de j'ai un salaire. Mais aujourd'hui, le CDI, c'est pas la fonction publique.
Donc moi j'ai vu des gens se faire dégager du jour au lendemain parce qu'il y a des choses qui sont pas... ça peut être des trucs anecdotiques, hein, mais c'est des fois lié à la vision d'entreprise, on n'est plus raccord, ça va plus. Et j'ai vu des gens partir très rapidement, donc je savais que j'étais pas non plus indétrônable et c'était pas le cas. Enfin voilà. Donc ouais, c'est finalement pas qu'une prise de conscience, mais plusieurs prises de conscience qui ont mené vraiment à ce côté, ouais, là, il est temps finalement que je passe à l'action, quoi. Ok. Donc oui, ce que j'entends, c'est t'as privilégié l'inconfort en bougeant que l'inconfort ou un pseudo-confort en restant là où t'étais. Clairement, ouais, clairement. Et puis, c'est l'erreur que j'ai faite, mais qui n'est pas une erreur, parce que ça m'a permis aussi d'apprendre pas mal de choses, mais c'est au départ de pas bouger. Et en me disant je bouge pas, ben, finalement je fais pas de choix. Mais en fait, je faisais déjà un choix. Ne pas choisir est un choix. Oui, Ça, c'est... J'avais une manager qui le disait beaucoup. Et c'est marrant parce que ça m'a marqué quand même sur le moment. Et je me suis dit, ouais, elle a totalement raison finalement de ne pas faire de choix. C'est déjà un choix. Donc c'est d'accepter, bah ouais, que finalement j'avais fini un chapitre et que l'autre chapitre était devant. Et c'est vrai que ouais, ça demande un petit peu. Moi, ça m'a demandé du temps. Donc comme quoi, ça peut être intéressant. Toi, ça a été assez rapide, enfin plus rapide que moi. Et moi, ça m'a demandé, on va dire, à peu près 4 ans de réflexion. Mais ce qui est bien dans les deux cas, c'est vraiment voilà, d'avoir fait quelque chose qui plaît. Et ça, enfin, tu me le partageras, enfin, je pense comme moi, mais il n'y a pas de regret sur ça, quoi. Enfin, moi, j'ai pas de regret aujourd'hui, même si j'ai des doutes, des galères, etc. oui, je suis comme toi là-dessus, pas de doute, pas de regret. Euh, et surtout, moi j'invite les personnes qui hésitent entre qui sont salariés, qui veulent passer dans l'entrepreneuriat, à vraiment se poser la question de en quoi l'entrepreneuriat est vraiment aligné avec ce qu'elles veulent faire. C'est de pas voir l'entrepreneuriat comme un chemin, comme un long fleuve tranquille, comme quelque chose de tout rose qui va être facile, parce que c'est faux. Ce sera pas, ce sera pas si facile que ça. Ça peut l'être, hein. Il y a des personnes pour qui c'est très fluide parce qu'elles ont la bonne idée au bon moment et tout va se dérouler parfaitement, mais c'est pas, c'est pas aussi fluide et aussi facile que peuvent le faire croire certaines personnes sur les réseaux ou certains discours qu'on peut entendre de j'ai réussi ou quoi que ce soit. On a, en tant qu'humain, et je pense qu'on est beaucoup à faire ça, ou à voir ça, ou à focaliser là-dessus, on voit plus facilement ce que les personnes ont réussi et on va se comparer à ça et on a du mal à voir toutes les galères et les difficultés qu'il y a eu en amont pour arriver au résultat. Et c'est vraiment intéressant en tant que salarié, pour passer à l'entrepreneuriat, de ne pas regarder uniquement la réussite finale, mais d'essayer de se poser les questions, quelles sont les galères par lesquelles les personnes qui ont réussi sont passées, pour se dire, est-ce que je suis prêt à endosser, à encaisser et à vivre autant de galères dans l'entrepreneuriat pour y arriver. Et comme je dis, il y en a peut-être pour qui ça va être très fluide, pour d'autres beaucoup moins. Et c'est vraiment, encore une fois, quel est le prix à payer que je suis prêt à faire pour arriver à l'entrepreneuriat, pour vivre d'un projet, pour monter une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit dans du textile, dans du coaching, dans de la santé, dans de l'immobilier, dans de la finance, peu importe le domaine en fait. Quel est le prix à payer pour lister? Est-ce que, à quel point je suis prêt et aligné à vivre ce prix à payer? Pour moi, pour les autres, pour qui je veux être, pour qui je veux devenir, pour qui je veux inspirer. Enfin, c'est vraiment un ensemble de paramètres à prendre en compte. Ouais, je te rejoins quand tu disais ça, ça m'a fait penser à une image que je vais vous partager. C'est un peu le côté, on me dit c'est toujours facile, je prends l'exemple des relations, d'aimer quelqu'un quand tout va bien. Mhm. On aime tous les gens, leur qualité, leur part de lumière, on peut l'appeler différentes choses. Mais l'amour, c'est vraiment d'accepter, d'aimer les parts de l'ombre de l'autre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai envie de faire le lien avec l'entrepreneuriat. C'est génial, effectivement, quand ça fonctionne, quand on a des gens qui disent, ah ouais, c'est super ton contenu sur les réseaux sociaux, tous ces victoires-là sont géniales. Mais c'est vrai que plus facilement on accepte finalement bah, les moments de doute, que ça va demander du temps, de l'investissement, qu'on va peut-être se tromper sur le chemin en termes de positionnement. Au tout début, on parlait de ça. Tu dis, ah bah, en fait, je vais aller, du coup, j'ai aller vers la gauche, je vais aller vers la droite. Et c'est ça qui est important parce qu'effectivement,
quand on se dit, OK, je sais que ça va pas être facile parce qu'il y a un effort à faire sur telle chose, parce que je vais devoir apprendre de nouveaux outils, parce que je vais devoir m'exposer, enfin, aller prospecter, aller me présenter dans un réseau, c'est des choses qui sont pas innées. Et, bah, quand on est OK avec ça, en se disant, OK, enfin, on peut ne pas savoir le faire, hein, et je pense que aussi bien toi que moi, on ne savait pas tout faire dès le départ, mais de se dire, OK, ça fait partie du jeu, ça me challenge un petit peu, et je le fais au fur et à mesure. Bah, c'est surtout ça l'entrepreneuriat, parce qu'effectivement, de n'importe quoi, ça fait rêver de réussir un poste de cadre, quelqu'un qui est bien, bah, ça fait réussir. Mais c'est qu'est-ce que j'accepte, tous les côtés négatifs, est-ce que je les accepte? Et je pense que quand on est OK avec ça, bah, c'est là où on peut, en tout cas, se dire, j'ai un chemin à faire dans l'entrepreneuriat, parce qu'effectivement, c'est pas un sprint, c'est une marche. Donc l'idée, c'est de marcher au fur et à mesure pendant des mois, des mois, des mois. Et bien évidemment, au début, sans avoir un grand résultat, comme tu le dis, ça arrive que des gens explosent, etc. Parce qu'ils ont des fois le réseau en amont ou le très bon produit qui répond à une offre, c'est très clair, etc. Et c'est super. Mais moi, pour faire quand même beaucoup de réseaux, coach ou pas coach hein, d'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est pas évident. Chacun a ses qualités et Mm. chacun a aussi ses défauts. Et c'est vrai que bah, quand on travaille pas cette part un petit peu difficile, bah, on retombe un petit peu dans nos travers, entre guillemets, hein, ce qui est normal. Hein. On a tous des choses qui, on va dire, qui peuvent nous freiner ou nous bloquer. Mais on y revient aussi un petit peu. Et donc, c'est se dire comment je sors de ça automatiquement. Parce que là, effectivement, on n'a pas quelqu'un qui nous dit, ah oui, bah, tu peux me rendre le rapport de ça ou faire ci. C'est de l'autogestion. Donc, c'est ce qui fait peur d'ailleurs à beaucoup de gens. Moi, quand j'ai parlé de l'entrepreneuriat, c'est ce côté de dire, putain, je sais pas comment tu fais tout seul pour décider de ça. Enfin, bah ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Mais je pense que ça demande déjà, et tu me diras, toi, si c'est ce que tu as eu, toi, dans le métier, tes métiers précédents. Mais ça demande déjà, je pense, de base. Moi, je l'ai vu dans mon métier, j'étais déjà assez seul et j'étais déjà assez autonome dans ce que je faisais. Et finalement, bah, la transposition s'est fait assez facilement. Moi, j'avais déjà mon agenda, c'est moi qui gérais mes tâches. Enfin, globalement. Donc c'est vrai que c'est aussi plus simple. Je sais pas toi, dans la boucherie, si tu avais une autonomie, si tu avais des choses que tu gérais. Il y avait des choses que je pouvais gérer. Et après, tout le reste, c'était principalement, on était dans tous les métiers que j'ai fait. Parce que j'ai fait de la boucherie, mais j'ai aussi fait vendeur en horlogerie et maroquinerie. Donc, un métier qui n'a rien à voir avec la boucherie. Mais, euh, mais non, c'était assez en équipe. En tout cas, sur les postes que j'ai eus en CDI. Euh, En boucherie, on avait tous des parts individuelles de travail qu'on devait faire seul. Mais le travail qu'on devait faire seul servait l'équipe. Par exemple, quand on était dans le laboratoire, avait des tâches ou une quantité à faire, mais cette quantité à faire devait servir à la vente en fait, pour la vente du magasin et pour servir les clients. Donc, ou pour recharger les rayons, peu importe. Donc en fait, c'était seul mais en équipe. Et si quelqu'un était en galère ou qui avait beaucoup plus de travail, et bah hop, il y en a un qui se décrochait de ce qu'il avait à faire, il allait lui filer un coup de main pour rattraper, pour donner un petit coup de boost, et après on retournait à sa tâche. Donc non, ça je l'ai pas trop senti, mais ce côté individuel, je l'ai plus ressenti en certaines fois en intérim, où tu arrives pour prendre le relais de la personne qui est là le matin, qui elle est employée, et qui te dit bah voilà, t'as ça à faire, ça à faire, ça à faire, bah tu gères ton temps comme tu veux, mais faut que ce soit à la fermeture, tout soit fait, en plus du service des clients, en plus du nettoyage, en plus du réapprovisionnement, donc ça demande une certaine, surtout quand c'est dans un endroit que tu connais pas, et tu connais pas les lieux, tu connais pas les frigos, tu connais pas après les produits de la viande, ça reste de la viande, mais tu sais pas où c'est rangé, donc il y a une certaine adaptabilité aussi à avoir qui est hyper intéressante. Enfin, gérer les problèmes, gérer les dysfonctionnements. Et mine de rien, l'intérim a été assez formateur pour moi pour l'entrepreneuriat, justement, c'est que ça m'a appris à gérer les problèmes, voire anticiper, gérer, réfléchir, enfin essayer de réfléchir rapidement pour trouver des solutions en fait. Donc autant il y a une partie, effectivement, il y avait du groupe, autant sur la partie intérim, c'était vraiment plus individuel. Et encore, ça dépend où j'ai travaillé. Euh, Si je prends l'exemple de Rungis, il y avait tout. Il y avait soit des tâches individuelles, soit des tâches plus collectives. Si c'était piécer, je sais pas, 300 escalops, enfin 300 bavettes, bah ça tu peux le faire tout seul. Mais par contre, si c'est faire 2000 pièces, bah là, tout seul, c'est un peu plus compliqué. Donc tu peux le faire à deux ou à trois pour que ça aille plus vite, quoi. Donc ça dépendait vraiment.
Ouais, ok. Mais en tout cas, je sais que l'intérim a été, comme je dis, hyper formateur pour moi dans cette transition. Euh, et j'ai perdu ce que je voulais dire. Moi, le partage que je peux faire, c'est que ça, tu vois, je l'ai jamais vu comme ça, l'intérim. J'en ai très peu fait, hein. J'en ai fait au tout début de ma, on va dire, ma carrière professionnelle, plutôt sur les petits boulots, voilà, pour gagner un peu d'argent de poche quand j'étais étudiant. Mais ouais, c'est chouette. Finalement, je me dis, c'est bien parce que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être pas passés dans la phase entrepreneuriale, ça peut être bien de se dire, bah tiens, ça me permet aussi de voir, bah, de faire un test finalement sur ce que tu disais, l'autonomie, le fait de choisir aussi à quel moment je travaille, est-ce que je bosse plus, etc. Enfin, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ça me parle beaucoup. Parfois, en fait, ce que j'ai dans l'entrepreneuriat, c'est pas d'avoir 6 mois de vacances sur l'année, mais c'est de savoir que tu as la possibilité d'eux. Hmm, Et en fait, c'est tellement puissant. Pour vous partager ça, enfin, j'étais dans une entreprise qui avait des avantages assez intéressants. J'avais des congés de payés, comme on était sur du 39 heures, c'était de la récupération de temps. Donc, j'avais ce qu'on appelle les RTT. Bah, en fait, il y a eu plusieurs années, j'en avais de côté, ce qui faisait que j'en avais une vingtaine, entre 20 et 30 RTT de côté. Donc en fait, rien que le fait de me dire, bah, du jour au lendemain, bon, ce qui n'était pas vraiment possible, mais je peux poser un mois de vacances parce que j'ai ça de côté. Mais en fait, c'est vrai que enfin, c'est hyper puissant. Mentalement, c'est ça. hmm, Et ça, ça fait vraiment le lien avec l'entrepreneuriat où effectivement, à des moments, bah, tu peux faire 1 ou 2 mois, 3 mois, enfin, alors pas bosser tous les jours, hein. Enfin, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais et se dire, ok, bah là, tiens, je sais que j'ai une semaine de vacances et finalement j'en ai besoin ou je suis malade, donc éventuellement aujourd'hui je vais pas bosser parce que je suis fatigué. C'est génial. Enfin, c'est vraiment bah, un des avantages du coup de l'entrepreneuriat. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est pouvoir suivre son rythme de façon beaucoup plus sain. Parce que c'est vrai que quand on est malade et qu'on est salarié, bah, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'aller au boulot sans poser d'arrêt et d'être encore plus épuisé. Puis finalement, ça traînait la maladie. Enfin, c'est pas du tout bénéfique pour soi, hmm. quoi. Clairement. Je vais juste apporter un point de nuance sur ce que tu disais sur l'intérim. Moi, j'ai cette vision-là de l'intérim parce que j'étais dans un métier où j'avais la possibilité de choisir parce que j'étais dans un métier qui était en flux tendu et en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Dans d'autres métiers d'intérim, c'est pas le cas. C'est si tu refuses l'émission, il y a tellement de demandes que tu es mis sur le côté et tu travailles plus. C'est vrai que moi, Mm. c'était C'est le vrai. métier, je parle vraiment dans ma spécificité, dans ma branche qui est la boucherie. Et dans ce que moi j'ai vécu, il y a peut-être d'autres bouchers qui vont écouter, qui vont pas du tout être d'accord avec moi et c'est ok. En fait, ça dépend comment la personne a vécu ce qu'elle a, enfin, dans l'intérim. Je parle vraiment de ma propre expérience. Enfin, tous les métiers en intérim ne se valent pas, toutes les boîtes d'intérim ne se valent pas non plus. Euh, c'est pour ça que j'apporte cette nuance, cette précision qui, je pense, est importante. Moi, c'est vrai que c'était par rapport à qui j'étais, ma manière de voir les choses, et comme je dis, dans un métier qui était en pénurie de main-d'œuvre. Donc, en fait, Mm. du jour au lendemain, c'était facile d'être recasé sur une autre mission. Ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres métiers qui sont peut-être plus où il y a beaucoup de demandes d'emploi, enfin de missions d'intérim pour peu d'offres au final. Alors que nous, en boucherie, c'était l'inverse. Il y avait beaucoup d'offres pour moins de demandes. Donc on était un peu, j'allais dire un peu pas prioritaire, mais pas, comment dire. On était un peu, on pouvait faire un peu pas comme on voulait, mais je trouve pas le terme. Euh, on était un peu, on avait un peu le pouvoir entre guillemets. Même Ouais. si c'est pas Mm. tout à fait ça, mais on avait un peu le pouvoir de dire, bah écoute, je sais pas, plusieurs fois ça m'est arrivé de négocier mes frais de déplacement. Je dis, bah non, écoute, là j'ai 9 euros de frais de déplacement pour me déplacer là, si tu me donnes pas 20 euros, j'y vais pas. Mm. Par exemple, tu vois, que tu peux pas faire dans d'autres métiers qui ont peut-être pas les frais de déplacement. Enfin, je parle vraiment d'un microcosme de la boucherie qui est vraiment de l'intérim complètement à part. Oui, oui, t'as bien fait de le préciser. C'est vrai que ça n'a pas le même poids quand c'est des métiers à forte tension. Exactement. Enfin, voilà, quelqu'un qui va travailler en tant que chaudronnier.
Quand il est dans le secteur, enfin, c'est des métiers qui sont compliqués à recruter, les entreprises galèrent, donc les conditions sont beaucoup plus favorables et l'entreprise se plie en partie aux exigences de la personne parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Moi, dans mon métier de communication, euh, je regardais à l'époque les offres LinkedIn, tu avais 2 jours, 453 candidatures. Tu fais, ah oui, Ouais. voilà, je vais pas faire ben, la fine bouche entre guillemets, mais tu peux pas te dire, oui, bon, alors en fait, je prends ça comme ça. Ben, c'est plus compliqué. C'est faisable, mais c'est plus compliqué quand même. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus compliqué et que en fait, ça dépend de chaque métier, de chaque spécificité, de chaque branche a ses particularités, ses avantages et ses inconvénients, comme tu disais tout à l'heure, avantages, inconvénients de chaque pan, du salariat, de l'entrepreneuriat, de l'intérim, du métier dans lequel on exerce, de ce qu'on veut, de ce qu'on est, de ce qu'on aime. Enfin, c'est vraiment presque au cas par cas. Nous, on partage notre expérience et notre vision, mais après, c'est vraiment à chacun de se faire sa propre expérience et ses propres envies. Et on a beaucoup parlé de nos galères et de nos doutes, mais quelles sont les principales réussites que toi tu as vécues depuis que tu es entrepreneur? Oui, j'y pensais, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est, on est parti sur les galères, mais il y a aussi des aspects positifs, parce que sinon on n'aurait pas fait ce choix-là. Enfin, on n'est pas sadomaso à se dire, tiens, allez, je vais aller me faire du mal à souffrir, mais non, non, pas du tout. Mais l'idée, ouais, alors moi, ce qui m'a, enfin, dans les réussites, il y en a pas mal. C'est vrai qu'on a du mal, enfin, moi, je vous le partage, c'est vrai que des moments, j'ai du mal à regarder dans le rétroviseur et à me dire, ah ouais, j'ai quand même fait tout ça, c'est pour ça que c'est bien de prendre des moments de recul, parce que on a ce côté, ça fonctionne pas, mais on se rend pas compte de là où on est passé. Et si on prend la rétrospective, moi, d'il y a en gros un an, bah, déjà, je pense que d'aller se présenter, enfin, il y a un an, je me serais dit, ouais, ça va être chaud d'aller se présenter devant un groupe de 20-30 personnes, d'expliquer ce que je fais, mais pas simplement je fais ci, je fais ça, c'est de le romancer, entre guillemets, de montrer par quel chemin tu passes, enfin, voilà, pour que ça touche aussi un public. Ça, c'est des choses sur lesquelles ouais, j'aurais pas imaginé. Dernièrement, j'ai fait un atelier avec 6 personnes en direct. Enfin, je me serais pas cru faire ça, etc. Alors que tout fraîchement formé au coaching, j'étais plutôt sur de l'individuel. Donc en fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un peu j'ai plus, ah voilà, une centrifugeuse, je crois que c'est ça le terme. C'est vraiment ce côté où, bah, en fait, ce que j'aurais fait dans le salariat, je pense, en peut-être 5 ans, 10 ans, j'ai l'impression de l'avoir fait en pas loin d'1 an. C'est assez fou. C'est-à-dire que quand c'est vrai que quand on aime le challenge, qu'on trouve des choses qui nous challengent mais qui nous plaisent aussi, parce que l'idée c'est pas non plus de tomber sur des choses. Aujourd'hui, je suis pas en capacité de faire une présentation devant 1000 personnes, peut-être que dans 5 ans si, mais je trouve que c'est génial parce qu'effectivement, enfin aujourd'hui de me dire je vais dans des réseaux d'entrepreneurs, enfin, je me sens à l'aise. Voilà, ça peut être des fois un peu stressant, etc. Mais c'est cool, on a envie d'avancer. Enfin, euh, c'est génial. Enfin, en tout cas, par rapport au Thomas introverti que je connaissais il y a encore quelques années, enfin, voilà, il y a eu des choses sur lesquelles j'ai évolué. Et puis des fois, ça s'était aussi un peu réduit, je trouve, cet aspect-là, ma zone de confort, en tout cas, notamment bah, quand j'avais ces histoires de choix, qu'est-ce que j'allais faire. Et je me dis, ouais, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est réussite, je pense, d'expérience personnelle, de s'être dépassé. Et comme tu le dis, de ne pas se dire, bah, finalement, le résultat de chiffre d'affaires, c'est bien, c'est une bonne chose, mais on n'a pas 100% du contrôle. Par contre, de se dire, ouais, voilà, je peux faire des vidéos facilement face cam, on fait aujourd'hui un podcast comme ça facilement, enfin, je trouve que c'est des chouettes réussites. Si je parlais avec le Thomas d'il y a un an, il me dirait, ah ouais, quand même. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est plein de petites réussites, effectivement, qui sont hyper chouettes et qui apportent beaucoup plus, je trouve, d'ampleur dans notre façon de faire. Enfin, je trouve que c'est en termes de posture, vraiment, que j'ai grandi. Et toi? Des réussites, il y en a eu quelques-unes quand même, heureusement, sinon comme tu dis, ce serait compliqué d'aimer souhaiter avec la souffrance, de se dire ah non, j'arrive à rien. Donc non, il y en a quand même quelques-unes. Euh, Bah, tu vois, dans l'esprit de faire, toi, ce que tu disais, d'aller dans des groupes d'entrepreneurs, moi, c'était d'organiser un premier webinaire, par exemple, devant, tu vois, un premier webinaire, de faire le podcast aussi, euh, de commencer à réfléchir à pourquoi pas organiser
Enfin, je commence à réfléchir à ça, tu vois, peut-être qu'il y a un an, j'y pensais pas du tout, mais tu vois, dans cette continuité de jeu, d'évolution, de montée de niveau, organiser des ateliers en présentiel, par exemple, ou des cercles de parole, ou j'ai bien envie de créer des sortes de co-living, tu vois, se retrouver, ou des séminaires, tu vois, d'immersion dans un endroit dans la nature sur quelques jours. Euh, c'est un truc qui me trotte en tête depuis quelques mois, donc là, je pense que j'ai vraiment envie de le mettre en place aussi. Donc ça, c'est pour le futur, mais après, dans les victoires passées, bah, il y a le podcast, il y a le webinaire, il y a le fait de pas avoir lâché dans les moments de doute, tu vois, d'avoir continué à Mm. croire, d'avoir continué de croire en moi. Ça, c'est quand même une grosse victoire, de se dire dans les moments de down, dire maintenant, en fait, je sais ce que je veux et je sais que je vais y arriver, peu importe le temps que ça prendra. Donc ça, tu vois, en fait, c'est une vraie victoire au-delà des résultats. C'est plutôt une victoire dans l'état d'esprit de je doute, mais je continue, j'y vais. Euh, d'avoir dans les victoires, il y a aussi le fait de se remettre en question, comment je peux faire pour progresser, pour m'améliorer. Pas rester sur des choses qui fonctionnent pas, accepter de remettre les certitudes aussi en cause et en question. Ça fait partie des victoires. Parce que c'est vrai que parfois on est challengé par notre ego qui dit non, ça, ce que tu fais, c'est sûr, c'est bien, alors que bah t'as la preuve par A plus B que ça fonctionne pas, mais comme c'est quelque chose que tu connais, bah tu vas rester dans ce que tu connais et pas aller vers quelque chose, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, d'inconfortable, mais qui va nous servir dans le futur, même si c'est inconnu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avoir trouvé un positionnement qui me parle dans dans mon activité de coaching. Ça, c'était pas gagné d'avance, pour le coup. Mm. Mais non, tu vois, ouais, ça fait partie des petites et grandes victoires si on part sur l'année, tu vois, depuis janvier 2025, ça fait partie des petites et des grandes victoires. Il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Mais en tout cas, pour les principales, c'est celle-ci. Et comme toi, si je disais au Stéphane il y a un an, tu vas monter un podcast, tu vas trouver ton positionnement, tu vas faire un webinaire, tu vas avoir plein d'envies, plein d'idées. Il y aurait pas cru. Donc, euh, donc non, c'est plutôt chouette de voir quand tu fais la rétrospective, de voir tout ce que tu réussis à accomplir au final. Ou sur le moment où tu penses pas forcément que une petite action va en enclencher une autre, va en enclencher une autre, va en enclencher une autre. Que entre ces deux actions, tu vas avoir du doute, de la remise en question, tu vas trouver les ressources pour réussir à en sortir, et tu vas te remettre en action, et petit à petit, c'est vraiment, c'est vraiment cool et intéressant de voir ce qu'on a réussi à faire sur les derniers mois, en fait. Oui, 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 je trouve que c'est important parce que c'est pareil, c'est quelque chose que, pour discuter avec enfin, beaucoup d'entrepreneurs hein, qui sont pas du coup que coach, c'est vrai que souvent, quand on parle, c'est, enfin, la question, c'est, alors est-ce que ça marche? Est-ce que tu as des clients? C'est souvent les questions assez basiques. Mm. Euh, alors que finalement, bah, les gens parlent pas très peu d'événements, de réussite. Et donc, c'est vrai que quand tu échanges avec les gens, en fait, des fois, je me dis, mais et je vous ai fait partage de mes réussites, hein, mais je les mentalise pas aussi facilement. Hein. Là, je l'ai fait parce que je travaille, que je prends un peu de recul, mais il y a des gens, je leur dis, mais c'est génial tout ce que tu as fait. Enfin, tu te rends compte, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Et en fait, quand ils font le listing, ils disent, ouais, c'est vrai que je me rendais pas compte, mais j'ai plein de victoires. Et c'est vrai qu'on a tendance à très se focaliser bah, sur le résultat final, bien sûr, le chiffre d'affaires, hein, ce qui est aussi une nerf de la guerre, mais ce qui est important aussi, c'est cette évolution. Enfin, voilà, comment on vit. Enfin, surtout si on n'est pas objectivé par... Si on fait de l'entrepreneuriat pour avoir 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, comme tu le disais, ou peu importe le chiffre, ok, c'est l'indicateur principal, c'est notre moteur. Alors qu'effectivement, tous ceux qui ont fait le choix de l'entrepreneuriat pour vivre différemment, pour avoir des projets à impact, voilà, pour contribuer, pour construire, bah ouais, finalement, le chiffre d'affaires, c'est important, mais c'est pas non plus mon moteur principal. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, en tout cas, d'avoir cette rétrospective. Est-ce que tu aurais, parce que je pensais à une erreur que tu aurais fait dans l'entrepreneuriat ou quelque chose, tu te dis, tiens, ça c'est un pattern que tu peux faire et que tu te dis, que tu pourrais conseiller de ne pas le faire à ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Oui, alors une erreur à ne, pour moi, ne pas reproduire, euh, c'est d'écouter les personnes qui te disent j'ai la méthode pour que tu réussisses. J'ai ma méthode et c'est la meilleure méthode ou c'est la méthode qui va te permettre de réussir à développer ton activité ou autre.
Pour moi, ça, c'est à ne pas écouter parce que quelque chose qui fonctionne avec une personne peut ne pas fonctionner avec une autre personne. Parce qu'on est tous uniques, on est tous différents, on a tous des zones de génie qui sont différentes, on a tous des envies différentes, on a tous des capacités, des compétences différentes. Euh, et je pense que c'est pour moi la plus grosse erreur à faire, enfin en tout cas à éviter, euh, à ne pas faire du coup, dans l'entrepreneuriat, c'est de suivre les conseils de but en blanc de personnes qui elles ont réussi grâce à ça. Les écouter, oui. Les tester, pourquoi pas. Mais après, ajuster en fonction de ce qui nous parle ou pas. Ça, je trouve que c'est plus pertinent que juste prendre le conseil et l'appliquer tel quel. Euh, Tu vois, moi, si je dois en prendre un euh, que j'ai pu faire, c'était... qu'est-ce que j'ai pu faire? Comme erreur? Euh, Au début où je suis arrivé sur LinkedIn, avant de prendre l'accompagnement du Bootcamp, c'était enfin de suivre en fait une trame de messages et d'envoyer le même message à tout le monde sans prendre en considération ce que la personne avait par exemple marqué sur son profil ou qui elle était ou quoi que ce soit. Et d'envoyer le même message à tout le monde et d'en faire 100 par jour. Ça m'a créé une friction de dingue. Parce que chaque personne est unique, donc pour moi, chaque message doit être différent, dans ma vision des choses en tout cas. Euh, et envoyer juste un message tel quel, bah, ça fait un peu robotique, ça fait quelque chose qui n'est pas humain. Ça fait un peu travail à la chaîne. Bah tiens, j'ajoute 100 personnes, j'envoie 100 fois le même message. Non, moi, ça me parle pas. Donc, beaucoup de friction, beaucoup de frustration, ce qui fait que ça, je le procrastinais et que j'aimais pas le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté. J'envoie peut-être moins de messages par jour. Des fois, ça va dépendre des quantités, ça peut être 5, ça peut être 10, 15, 20 en fonction du temps que j'ai alloué à ça. Mais ce que je fais, c'est que je vais voir les profils de chaque personne. Je regarde ce qui a marqué dessus. Ça peut être un mot, une phrase, un métier, une expérience. Et en fait, le message, je vais le personnaliser en fonction de ce que je vais voir sur le profil. Donc c'est peut-être plus long, effectivement, mais c'est plus personnalisé et je rentre plus en connexion avec l'autre personne, avec qui j'ai envie de rentrer en contact en fait. Et moi, c'est une méthode qui me parle beaucoup plus. Comme je suis quelqu'un qui a besoin de liens, qui aime créer du lien avec les autres, qui fait partie de mes valeurs. Dans le top 3 de mes valeurs, j'ai la performance, la transmission et la connexion et lien aux autres. Euh, et bah ça, justement, le fait d'agir comme ça, qui t'a envoyé que 5 messages par jour ou 5 messages par semaine, peu importe le nombre que je fais, ce qui compte, c'est la qualité et comment je le fais qui vient me nourrir. Dire, ah, tiens, j'ai vu cette phrase dans ton profil qui m'a interpellé, explique-moi ce que ça veut dire pour toi. Bah hop, je trouve que le message est plus pertinent que de dire, bah voilà, je travaille sur tel truc, est-ce que tu as besoin de ça? Alors qu'on sait pas, qu'on connaît pas la personne, on connaît pas ses besoins, on ne sait pas de ce qu'elle a envie, on connaît pas sa vie. Donc oui, ça a été une erreur que j'ai faite, c'était d'écouter les conseils tout faits sur la prospection de la part d'autres personnes. J'ai adapté en fait par rapport à ce que moi j'avais envie. Et je pense que c'est ça le point essentiel qui fait que je reprends du plaisir en tout cas je prends du plaisir en tout cas maintenant à faire comme ça. Et toi, c'était quoi, si tu peux nous partager, un conseil foireux que tu as suivi de quelqu'un, peut-être ou sans qu'il soit foireux, mais en tout cas un conseil Mm. qui, toi, ne t'a pas parlé, que tu as suivi ou une erreur que tu as faite et que tu conseillerais pas à quelqu'un? Conseil foireux. Oh, j'ai dû en suivre, mais je prends un petit temps de réflexion. Euh, ouais, je pense qu'après, ce qui peut être un peu foireux, enfin, je te rejoins sur ce que tu me dis là, hein, sur les messages de prospection. Bon, puis tu vois, ça résonne totalement avec ce que je vis, où je ressens de la résistance, effectivement, quand je fais des messages. On va dire, bon, bah, tu prends le même modèle et tu envoies. Parce que c'est marrant, je suis comme toi, cette connexion. En fait, je réfléchissais à me dire comment, quand je vais dans physique, j'aime bien connecter avec les gens, enfin, je trouve ça plus simple, plus facile. Comment je peux le transposer avec le digital?
Et c'est vrai que sinon, je ressentais comme toi pas ou peu de plaisir. Les derniers conseils que j'ai faits, moi, ce que j'ai différencié, alors c'est pas un conseil foireux, mais je trouve que c'était limitant. C'est par exemple, par exemple chez les coachs, ça va être de se dire, bah tiens, tu commences, tu as qu'une seule offre et tu te cantonnes à une cible, une offre, etc. C'est, je trouve, hyper pertinent et à la fois, ça peut être un peu frustrant parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui ne correspondaient pas à proprement parler à l'offre Hmm. que je proposais. Par contre, ils choisissaient plutôt le coach. C'est-à-dire qu'ils étaient intéressés plutôt par Thomas qui les coach. Et c'est vrai que moi j'ai fait ce choix-là aujourd'hui, c'est de se dire, OK, il y a une offre phare, une offre d'accompagnement, etc. Et c'est bien d'avoir une proposition qui peut être un peu en dessous. C'est vrai que dans le coaching, on est beaucoup, enfin c'était beaucoup ça en 2024-2025, de une offre, euh, enfin on va dire top niveau en termes de prix, d'avantages, etc. Mais je trouve on tourne un peu en rond et on se rend compte que les gens ont de moins en moins de ventes, d'ailleurs, sur des offres comme ça. Et tout redescend, je trouve, en termes de prix, sur des choses qui sont moins longues, qui sont moins sur des durées longues. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin aussi de tester, de connaître les personnes. Et ça, alors, c'est pas un conseil foireux, mais c'est, je pense, une erreur au début de se dire, OK, je me fais qu'une offre que ça. Et je suis pas forcément peut-être mon intuition. Mais ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire de pas s'écouter. Euh, et la chose que je pensais aussi, tu vois, qui n'est pas un conseil foireux, mais moi que j'ai appliqué et qui a été une erreur, c'est certainement aussi de forcer. Hmm. Et ça, c'est-à-dire que ça rejoint aussi ce côté-là de se dire, à des moments, je me disais, oui, ben non, c'est un peu les il faut, je dois. Il faut que je continue, il faut que je fasse ça. Et plus je fais ça, plus je vais continuer avec des to-do list et rallonge. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent les meilleures idées, les moments où on est le plus créatif ou les moments où on est le plus intuitif, c'est quand on se sort du faire. Donc vraiment, l'erreur ouais, de vouloir forcer à tout prix, c'est vraiment contre-productif. Ça, c'est une erreur que j'ai pu faire et que j'évite au maximum, ça peut m'arriver de tomber, mais vraiment de se dire, voilà, quand je vais être dans l'être, il faut que je me dégage du faire, quoi. Hmm. Ok. Hyper intéressant. Et juste, quand tu dis forcer, c'est sur quel plan que tu forçais? Intérieurement, c'est-à-dire que vraiment ce sentiment euh, de se dire, ouais, voilà, je sens que je suis fatigué, ou, enfin, si j'avais le choix, je ferais autre chose, c'est-à-dire que peut-être que je me poserais, etc. Mais, bon, ouais, mais il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je finisse ma page de vente, il faudrait que je fasse ci. Et bien sûr, il y a des contraintes, c'est ce qu'on disait au début, mais parfois, à vouloir trop forcer, finalement, je passais 3 4 heures dans un truc où en fait, je regarde un peu mon téléphone. Enfin, en fait, on n'est pas très productif et je l'étais pas. Et finalement, je me sens encore plus fatigué et c'est un peu le cercle du coup négatif où on est plus fatigué. Le lendemain, on a du mal à se lever et on tombe un petit peu là dans les travers de l'entrepreneuriat où finalement on perd ce côté plaisir, etc. Et on est un peu fatigué et on est très dans le faire, comme tu disais, on coche des cases, mais finalement on perd même le fil du pourquoi, du comment, quoi. Hmm. Hyper intéressant. Dans ce que tu partages, j'entends aussi, tu me dis si c'est ça, mais finalement un peu cette notion de culpabilité. Je fais pour faire et si je fais pas, bah je m'en Mm. veux. Je me sens coupable de pas faire plus et de pas être plus productif, de pas être plus performant, de pas être plus comme peut-être ça doit finalement être, alors qu'il n'y a pas une bonne façon d'être dans l'entrepreneuriat. Il y a des milliers de façons de faire. Ouais, ouais, complètement. Bah, il y a un truc aussi lié là à cette culpabilité de se dire, oui, bon, j'ai pas fait ci, puis on est toujours, enfin, moi je sais que je l'étais un peu plus au début, mais dans la comparaison aux autres, de ce qu'on peut voir, surtout quand on débute, on s'imprègne aussi beaucoup de l'extérieur, donc c'est des fois trop d'ailleurs, mais ouais, ouais, ça c'est vrai que c'est une phase qui est pas évidente, alors que des fois profondément, ouais, la page de vente, je préférais me dire, allez, je le fais le lendemain, et puis là, cet après-midi, je me prends mon après-midi pour décompresser. Euh, Quand je l'ai fait plusieurs fois, je prends l'exemple de cet été, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que mon positionnement initial n'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Euh, J'étais sur une partie très organisation au tout départ, pour les personnes qui ne m'ont pas suivi au début de l'année. Et en fait, je me suis clairement dit, en fait, je me fais un peu chier. Enfin, c'est radical, mais je l'ai eu parce qu'effectivement, j'ai pris un temps de recul. Je me disais, j'ai pas envie de continuer dans cette direction. Enfin, voilà, ça me fatiguait plus qu'autre chose. Et c'est des choses que j'aime bien, mais en tout cas, dans mon impact et ma contribution, c'était pas assez fort pour me challenger, pour m'exposer,
Aujourd'hui, je suis très aligné avec ce que je fais et c'est chouette, mais j'ai eu besoin de ce creux qui est quand même du coup pertinent de se dire, bah ouais, finalement, j'ai pris un virage ou une route qui ne me correspondait pas. Et le fait d'avoir pris ce recul-là et de pas d'avoir forcé comme un âne, bah, ça m'a permis de remanier et de pas de faire un burn-out, par exemple. Hmm. Ah, hyper intéressant cette notion, comme tu partages, de recul pour voir ce qui compte et reprendre la direction la plus adaptée pour toi, finalement. Et avec cette expérience, justement, de prise de recul que tu as acquis, c'est quoi les envies futures que tu as, toi, dans l'entrepreneuriat? Bah, c'est vraiment de développer cette partie-là. Enfin, c'est marrant parce que je suis très aligné avec ce que je fais et j'ai l'impression d'être aussi qu'au début, finalement, du fonctionnement, alors qu'en fait, non, tout ce qui est acquis, on part jamais de zéro. Donc, même si on fait un positionnement, on a quelque chose qui nous anime et après on change. euh, je sais pas, l'anxiété, peut-être que dans 2 ans, ça sera enfin, ça me plaira, mais d'une façon différente et ça sera, voilà, ça fait partie de l'évolution de l'entrepreneur. Bah, ce que j'ai compris, moi, c'est ce côté où c'est intéressant toujours d'avoir cette prise de recul, vraiment de se questionner. Et c'est vrai que je suis quand même quelqu'un d'assez organisé et j'ai des indicateurs au trimestre de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a ressourcé ou qu'est-ce qui m'a épuisé. J'essaye de le clarifier tous les 3 mois. Et c'est important. Enfin, c'est des choses des fois, et c'est moi aussi le premier, en me disant, ouais, bon, voilà, je vais pas le faire, je procrastine parce que j'ai autre chose à faire, de plus urgent, entre guillemets. Mais c'est hyper important parce qu'effectivement, ça permet aussi de rester aligné avec ce qu'on veut, de se dire, bah ouais, en fait, j'ai testé quelque chose, mais en fait, profondément, enfin, c'est un choix mental, mais c'est pas un choix du cœur. Et je pense que c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce qui m'anime vraiment? C'est vrai quand on a envie de se défoncer pour un sujet et qu'on se dit, ouais, voilà, je suis passé par là, enfin, ça me parle. C'est vrai qu'on se sent beaucoup plus à l'aise, et notamment dans le coaching et dans différents métiers où le syndrome de l'imposteur peut être très présent. C'est vrai qu'on a envie de le partager, on a envie voilà, de pouvoir aider des personnes, même si coach, on n'est pas sauveur. Donc ouais, c'est vraiment de ce côté, pour résumer, de se dire, bah, en fait, à quel moment je me dégage pour ajuster ma boussole personnelle en me disant, tiens, est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction ou est-ce que je m'égare? Hmm. Et ça, dans le cheminement de l'entrepreneuriat, on peut vite s'y perdre, rapidement d'ailleurs. Hmm. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi, cette notion de recul pour savoir vers quoi on veut tendre. Hyper essentiel. Et toi, qu'est-ce que tu as pu apprendre dans ces phases-là? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui te donnerait envie là, dans l'entrepreneuriat? Cette phase de recul aussi, hyper importante. Prendre le recul sur les situations, sur ce qu'on vit. Se dire, tiens, comment cette situation-là va me permettre de transformer ce que je vis? Tiens, ou est-ce que je l'ai déjà vécu dans le passé sous une autre forme qui peut me permettre d'aller de l'avant? Essentiel. Et moi, les envies que j'ai, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est de faire grossir mon entreprise, pouvoir créer des co-living, des bootcamps, des séminaires, des coachings rando, connectés à la nature. Je trouve que c'est quelque chose qui me parle. Euh, Là, pour l'instant, moi, c'est vrai que je suis sur les personnes qui sont freinées par le perfectionnisme, mais pourquoi pas la faire évoluer aussi dans le futur vers autre chose, pour l'instant, je sais pas quoi, mais en tout cas, ça va certainement évoluer aussi. Euh, Faire quoi, la faire grossir, pourquoi pas créer une équipe aussi autour de moi, tu vois, d'autres coachs ou de community managers, de personnes qui vont être là pour communiquer pour moi et que moi je puisse m'allier, enfin, être dans ma zone de génie et que ces personnes-là puissent être dans leur zone de génie, tu vois, vraiment créer un écosystème entrepreneurial où je peux m'associer avec d'autres personnes pour créer d'autres projets encore plus grands. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je vois ce que j'ai envie de créer en tout cas. C'est vraiment pouvoir créer plusieurs projets, mais pas tout seul. En fait, en groupe, cette notion de groupe est hyper importante pour moi. Hmm. Que ce soit, comme je dis, avec d'autres coachs, d'autres personnes qui sont dans d'autres milieux que le coaching, peu importe. Mais je suis vraiment ouvert à toute opportunité, toute proposition, tout ce qui va arriver. Tant que je reste aligné sur ce que je veux et que les personnes avec qui je travaille, on est aligné et surtout on s'entend bien, parce que le feeling et la connexion, c'est important pour moi. Après, je laisse le futur décider
de ce qui arrivera. En tout cas, je vais continuer à mettre les actions pour arriver à ça, bien évidemment, hein. C'est pas parce que je laisse le futur décider que je vais attendre que ça arrive. Ça, c'est utopique. Mais non, c'est vraiment un projet que j'ai de pouvoir créer des, des choses en commun avec d'autres personnes. Ouais, c'est des trop chouettes envies. Et puis, c'est vrai que je te rejoins, il y a des choses qui débarquent sur lesquelles on n'a pas, enfin, on ne les a pas initiées ou mentalisées dès le départ. Et il y a une part d'inconnu aussi dans toutes ces envies-là. Donc, non, c'est chouette. Et je te rejoins aussi ouais, sur cet aspect. C'est marrant d'avoir des métiers, on va dire, seuls, mais aussi avec des valeurs de partage, Mm. de lien, de collaboration. Et je trouve que oui, l'aspect communauté, etc., c'est hyper important. Tout en travaillant seul et en autonomie, mais c'est pour moi aussi, c'est vraiment un essentiel. Ouais, on est d'accord. C'est être, être ensemble malgré la solitude apparente qui peut apparaître. Finalement, on est tous solopreneurs et en même temps, c'est une grande équipe de solopreneurs. C'est ça. On est tous en Yes. lien finalement. Comment? On est tous en lien. En fait, on peut être isolé entre guillemets, enfin seul. Mm. Non, justement pas isolé, mais on peut être seul et en lien avec plein de personnes. Moi, je me suis jamais senti en lien avec autant de personnes depuis que je fais ce métier-là. Alors qu'avant, j'avais des collègues, etc. Mais enfin, c'est beaucoup plus riche en termes de découverte, d'apprentissage, enfin, de rencontres. C'est clair. Parce que j'ai vraiment cette impression-là, c'est que les entrepreneurs, on est tous animés par le fait de vouloir créer, contribuer, innover, aider, se soutenir. Et c'est vrai qu'il y a une certaine émulation qui se crée de tout ça et qui fait que, comme tu dis, même si on est solopreneur ou entrepreneur avec deux ou trois personnes, bah, il y a vraiment une grande entraide qui se crée et on est prêt en fait au final à pouvoir aider potentiellement quelqu'un d'autre, lui prodiguer deux, trois conseils ou l'écouter. Et c'est ça qui fait la force justement, je trouve, de l'entrepreneuriat. C'est, on n'est jamais réellement seul, même si en apparence, nous, plus en tant que coach, on est souvent derrière nos écrans. Mais il y a plein de possibilités de créer des contacts. Comme tu disais, toi, aller dans des espaces où tu rencontres d'autres entrepreneurs. On peut aller dans des espaces de coworking. On peut faire aller dans des BNI, dans des soirées entrepreneuriales. Enfin, il y a plein de solutions qui existent. C'est juste faire preuve de créativité, parfois oser sortir de sa zone de confort, si c'est acceptable pour nous d'en sortir. En tout cas, c'est toujours pareil, faire ce qui est acceptable pour nous. Mais il y a plein de moyens de trouver justement du soutien et de l'aide ailleurs. Complètement. On arrive au terme de cet épisode. Oui, qui fut Est-ce que riche tu... encore une fois. On espère en tout cas que ça va vous apporter énormément de valeur, tout ce qu'on vous a partagé avec Thomas. On s'était dit, bon, ça va peut-être être un épisode un peu plus court. Puis finalement, je crois que ça n'a pas été court, mais bon, après, ça suit l'envie du moment, nos envies, donc c'est chouette. Je pense que c'est ça qui est important. Exactement. On s'était dit, ah, peut-être que ça va faire 20 minutes. Bah, finalement, je crois que ça fait plus d'une heure. Ouais, je crois bien. Donc c'est plutôt. Non, c'est bien, c'est dire qu'on avait pas mal d'expériences de partage à donner à tout le monde. Donc je trouve ça plutôt chouette. Ouais, je te rejoins. Bah, je te remercie Thomas pour cet épisode d'aujourd'hui. Pensez à vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, liker, commenter, partager. Nous donner du feedback aussi sur les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Ça peut nous aider à trouver des idées et ça nous aide aussi à faire grandir la chaîne parce que notre intention c'est d'essayer qu'un maximum de personnes puissent nous découvrir et écouter les partages qu'on fait ou les futurs invités qu'on vous prévoit parce qu'il y a des belles surprises qui arrivent pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc abonnez-vous de partout, partagez et je te remercie Thomas pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, Avec plaisir. Merci à toi, Stéphane. Merci beaucoup, je te souhaite une belle journée. Merci. À À très bientôt. vite. Ciao, ciao.